Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 86 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Christelle Huck. Alors, j'ai rencontré Christelle grâce au réseau de Nina Ramen. Et comme vous le savez, je suis très à l'écoute de tout ce qui peut amener plus de bien-être dans le monde du travail. Donc, j'ai trouvé que l'expérience de Christelle sur les personnes et les milieux toxiques professionnels serait un plus pour nous tous. Donc, nous voilà partis pour l'épisode du jour. Alors, Christelle est coach et experte en accompagnement des femmes confrontées à des environnements professionnels toxiques. Elle a une longue expérience en management et en ressources humaines et elle a traversé elle-même des situations difficiles jusqu'à 2 burn-out avant de décider de reprendre le contrôle de sa vie. Donc nous allons aborder ensemble des questions comme comment reconnaître une relation toxique au travail, quels sont les signes d'alerte que notre corps nous envoie, comment regagner confiance en soi après un environnement professionnel destructeur et bien d'autres questions encore. Dans cet échange, Christelle nous partage son parcours et les outils concrets qu'elle utilise aujourd'hui pour aider les femmes à reprendre leur place, poser leurs limites et retrouver leur énergie. Une phrase clé: imagine que tu oses briller et que tout se passe bien. Un épisode donc à écouter absolument si vous ressentez une fatigue persistante, un manque de reconnaissance, une pression constante et que vous cherchez des clés pour vous en libérer. Donc installez-vous confortablement et je vous souhaite une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Christelle. Bonjour Catherine, merci de me recevoir aujourd'hui. Écoute, merci à toi de venir partager et ton parcours et en fait tout ton univers et on va le voir en détail, donc j'ai hâte. Avant de vraiment commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous en dire plus sur ce parcours, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, j'ai un parcours assez classique à la base. J'ai fait un bac scientifique parce que j'avais les capacités, alors que je suis plutôt littéraire, tu vois. Je précise ça parce que c'est important pour les personnes qui vont nous écouter. Peut-être Mhm. ça va résonner pour elles. Donc voilà, bac scientifique alors que je suis littéraire. J'ai fait une école de commerce parce que c'est ce qui ouvrait le plus de portes. J'ai commencé ma carrière dans le service client et puis après j'ai été manager et j'ai occupé des postes, alors manager pendant à peu près 12 13 ans, et j'ai occupé des postes différents dans les ressources humaines pendant plus de 15 ans. Et en fait, ma carrière, pendant 26 ans, j'ai fait que saisir les opportunités qui se présentaient sans trop réfléchir, écouter les conseils au départ de mes parents, de mes profs. Et en fait, j'ai été un bon petit soldat toute ma carrière. J'ai répondu après comment dirais-je, aux demandes de mes différentes entreprises, hein, sans trop me poser de questions sur quels étaient mes besoins, quelles étaient mes envies, en fait. Je me disais, bah oui, ça, je suis capable de faire, ça va m'apprendre des choses. Mais c'était très mental comme réflexion. Et puis, surtout dans mon parcours, j'ai rencontré deux managers très toxiques. Et j'ai eu aussi des relations toxiques dans ma vie. Et tout ça m'a amené à faire deux burn-out parce que je suis un petit peu têtue. Et en fait, plus le temps passait et plus moi j'allais bien, quoi. Et je pense que vraiment, si j'avais pas pris les choses en main, j'aurais pu y laisser ma peau. Ouais, vraiment. Et, euh, et donc en fait, c'est ta dernière expérience qui t'a dit stop, on change de direction. Alors, oui et non. Enfin, ça a été le coup de pied aux fesses, en fait, ma dernière expérience. Euh, j'ai commencé finalement à me poser des questions en 2018, tu vois, ça date un peu, parce que dans mon entreprise, il y avait plein de réorganisations à suivre et finalement, moi, je les vivais pas si mal que ça, parce que j'ai occupé plein de postes différents, j'ai toujours rebondi, j'avais confiance. Mais par contre, je voyais mes collègues hyper malheureux et très stressés de pas savoir ce qui les attendait, de pas savoir ce qu'ils allaient faire après. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, comment je peux faire moi pour
reprendre ma vie professionnelle en main et puis pour aider les autres. Et donc, bah, j'ai fait un bilan de compétences et à la suite de ce bilan de compétences est apparu le coaching. Euh, donc, je me suis dit, bah oui, ça me parle en fait d'aider les autres. Et puis, en parallèle de ça, bah, ma santé, elle continue à se dégrader. Enfin, commençait et continuait à se dégrader. Et donc, bah, je me suis remise à la méditation, au yoga, et ça a fait réapparaître des capacités énergétiques, en fait, de magnétisme, de clairaudience. Voilà, donc ça a été un parcours finalement de plusieurs années pendant lesquelles je me suis formée pour pouvoir, après ce fameux deuxième burn-out et les coups de pied aux fesses, me lancer à mon compte et pouvoir proposer d'accompagner les femmes qui vivent la toxicité au travail et ailleurs, euh, voilà, pour retrouver leur énergie, leur santé, leur sourire et leur place au travail et dans la vie surtout. Voilà. Mhm. Et là, en fait, tu dis que non, c'est pas normal de souffrir au travail. Et toi, quelle est vraiment ta définition d'une relation toxique en milieu professionnel? Alors, bah, une relation toxique, que ce soit en milieu professionnel et pas professionnel, c'est un peu la même chose. En fait, c'est hyper simple. C'est une relation dans laquelle on va pas se sentir bien. C'est l'inverse d'une relation saine, en fait. C'est une relation qui va avoir petit à petit un impact négatif sur notre façon de penser, notre façon d'agir. Quand on va commencer à se poser des questions, à se dire, ah non, je peux pas dire ça, je peux pas faire ça, et avoir un impact sur nos relations de travail et sociales aussi, hein. Et en fait, c'est une relation qui ne nourrit pas et qui impacte à terme bah, la santé mentale et la santé physique. Voilà. Mhm. D'accord. Et est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter par rapport à nous-mêmes? Alors oui, il y a des signes effectivement qui sont des signaux d'alerte de notre corps. Donc la référence vraiment, c'est le corps et c'est d'essayer de se connecter à soi et de ressentir ce qui vibre ou ce qui vibre pas en nous. Donc en Mhm. fait, quand on va commencer à être vraiment fatigué, alors pas juste je suis fatigué, je fais une sieste dans le week-end et après ça va mieux, hein, mais quand c'est une fatigue qui s'installe et que petit à petit on se dit mais je suis épuisé, j'ai plus de force, déjà là, voilà. Un deuxième signe très fort, c'est quand on a les idées complètement floues, quand on n'arrive plus à gérer nos priorités, quand on a des migraines, quand évidemment on part, enfin quand à partir du dimanche soir on commence à décompter et à sentir la boule au ventre, ça c'est un signe qu'il se passe quelque chose de pas normal au travail, hein, par exemple. Quand on va avoir peur de s'exprimer devant son collègue ou devant son chef au niveau du travail. Et puis surtout, ce sentiment enfin moi qui était très présent chez moi, d'être une petite fille en faute tout le temps, quoi, d'être à l'affût des remarques, parce que ben, quand on est dans des relations toxiques, ces personnes-là pointent du doigt toutes nos erreurs, toutes nos failles, et ne voient pas toutes nos qualités qui sont Mhm. développées à côté. Mais donc, quand on commence à être dans la crainte de ça va tomber, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'on va me dire, je vais faire une erreur. Là, il faut vraiment se poser des questions. Et donc ça, c'est les signaux par rapport à soi Mhm. et les signaux par rapport à la relation, notamment dans le travail. Ça va être par exemple ce qu'on appelle du micromanagement constant, c'est-à-dire que, ce que je viens d'évoquer, quand votre chef ne pointe que la petite erreur, le petit oubli, quand il rectifie tous vos projets, tous vos courriers, tous vos dossiers pour des broutilles, ça va être des virgules, un mot plutôt qu'un autre, mais rien sur le fond, euh, on va commencer à être en stress en permanence, en fait, tout le temps sous tension, et puis à perdre confiance en soi. Un deuxième signal très fort d'une relation toxique, c'est la communication. Quand elle est floue, quand elle est agressive, quand elle est dévalorisante, ça, c'est pas normal et c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner dans le travail et dans la vie de tous les jours.
Donc, en fait, ça permet aux manipulateurs et aux personnes toxiques de garder le pouvoir et d'être encore sous tension, enfin de nous mettre sous tension tout le temps. En fait, on n'a plus de repères. Un jour, il dit blanc, le lendemain, il dit noir. C'est des débuts de phrases pas terminés. Donc, bah, du coup, ça lance le cerveau, on commence à douter de tout. Donc ça, c'est un deuxième point. Vraiment, la communication floue et agressive, c'est un signe fort. En troisième point, je dirais que l'absence de reconnaissance et de réciprocité dans la relation. Donc ça rejoint un peu le premier, c'est-à-dire que la personne va souligner seulement les points négatifs, qui Mhm. sont en général très peu nombreux et jamais encourager les points positifs. Et surtout, c'est une relation à sens unique, c'est-à-dire que nous, on donne, on donne, on donne, et en fait, en échange, on reçoit rien du tout. Oui. Euh, on nous laisse espérer, ces personnes-là, par leur communication notamment, nous laissent espérer qu'il va se passer des choses, qu'on va avoir une promotion, qu'après tel dossier, on va être remercié d'une façon ou d'une autre. Et en fait, c'est jamais vrai. Donc, il faut vraiment se fier aux faits et pas aux paroles, hein, au passage. Un manager toxique aussi va être dans la manipulation, dans l'emprise psychologique et dans le favoritisme. C'est-à-dire que les règles, elles s'appliquent jamais de la même façon à tout le monde. Euh, et donc, bah, ça démotive complètement parce que nous, on fait des efforts, des efforts, des efforts. Et puis, on se rend compte que finalement, bah, ceux qui brassent du vent, qui vont dans le bureau du chef toutes les 5 minutes pour parler de tout et de rien, ben, ont des faveurs que nous, on n'a pas, alors qu'on travaille comme des damnés pour finir nos dossiers et tout ça. Et le dernier point aussi qui est essentiel dans le travail, c'est le non-respect de l'équilibre vie pro et vie perso. Mhm. C'est-à-dire qu'un management toxique, enfin un manager toxique ou un environnement toxique, ben, on va avoir des choses à faire au dernier moment. Il est 17 heures, tu vas partir. Ben non, c'est à ce moment-là qu'on te demande de répondre à un truc en urgence pour le lendemain matin. Euh, et donc en fait, ben, on rentre dans une culpabilité forte, à la fois bah, quand on est au travail, de se dire bah, zut, je serais mieux chez moi avec ma famille, à m'occuper de mes enfants ou de mon conjoint ou de mes parents qui ont besoin de moi. Et puis bah, quand on est chez soi, finalement, on est aussi en culpabilité vis-à-vis de ce qu'on nous a demandé de faire au travail et qu'on n'arrive pas à faire. Donc on est vraiment, bah, voilà, la relation toxique, elle met sous tension tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, oui. Ça crée un environnement hyper sollicitant et qui te pique ton énergie totalement, en fait. Complètement et qui crée aussi physiologiquement du stress oxydatif qui va par exemple déclencher des tendinites, des aigreurs d'estomac, des difficultés de digestion, des crampes, tellement on retient tout. Voilà, ça crée des symptômes physiques, ça peut créer des symptômes physiques assez forts, quoi. Et, euh, et toi, en fait, tu accompagnes des femmes à Oui. réparer, on va dire, leur confiance. C'est quelque chose de très général, mais leur confiance en elles après des traumas professionnels. Et, Mhm. euh, et donc, quelles sont en fait les premières étapes qui permettent de regagner progressivement cette confiance? Alors, je dirais que la toute première étape, en fait, c'est de prendre conscience qu'on est dans une relation toxique, pas saine. Et ça, c'est l'étape peut-être la plus compliquée parce qu'en fait, quand on est sous emprise, on n'a absolument pas la capacité, parce que notre cerveau est flou, et aussi parce que les managers nous surchargent, enfin les managers ou enfin, les personnes dans notre vie personnelle nous surchargent de demandes pour qu'on n'ait pas le temps de penser en fait aussi. Mhm. Donc, il faut réussir à s'extraire du truc et pour prendre conscience. Donc, souvent, pour prendre conscience de la situation dans laquelle on est, ben, il faut un regard extérieur. Il faut en parler, en fait. Dès qu'on commence à se poser des questions, faut parler de ça. Donc, la première étape, c'est réussir à prendre conscience qu'il y a un truc qui cloche, même si on n'arrive pas à mettre de mots, même si on n'arrive pas à imaginer à quel point. Souvent, on a tendance à minimiser hein, en se disant, bah non, ça va passer, je me fais des idées. Oui. Euh,
sachant aussi que ces personnes-là, c'est des petits coups réguliers, c'est pas des gros machins qu'on voit comme le nez au milieu de la figure. Donc au départ, quand on commence à en parler, les gens nous disent, oh mais c'est rien, parce que oui, c'est vrai, c'est une petite réflexion, t'attaches pas à ça. Sauf que quand c'est récurrent, c'est ça qui est compliqué en fait. Donc aller en parler pour pouvoir prendre conscience et prendre du recul, voilà, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh, la deuxième étape, qui est ultra importante aussi, c'est de se dire, bah non, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je dis stop, je me fais passer en priorité. Euh, je ne laisse plus cette personne m'atteindre. Et donc la troisième étape, qui est aussi quand même un peu la première, c'est vraiment d'en parler autour de soi, euh, parce que bah, chaque étape pour sortir de la relation toxique est pas forcément très simple et demande de l'énergie à un moment où on n'en a pas du tout. Donc il faut vraiment être épaulé pour pouvoir franchir le cap et pas faire de retour en arrière en fait. Euh, donc voilà, Mm. les trois conseils que je donnerais aux personnes qui nous écoutent. Mm. Oui. Donc, si j'entends bien, la première, c'est cette prise de conscience. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode-là. C'est Oui, pour, voilà, pour éveiller la conscience des personnes qui pourraient hein, avancer avec des œillères ou avoir le cerveau complètement retourné et donc ne plus s'en rendre compte. c'est Donc, ça. la deuxième étape, c'est dire stop. Et la troisième, et surtout qui est super importante, c'est en parler et être accompagné pour Exactement. pouvoir avancer de nouveau. Oui. Et, et par rapport à ça, en fait, d'après toi, pourquoi les femmes ont-elles du mal à prendre la place en fait qu'elles méritent au travail, surtout dans des environnements toxiques? Comment ça se passe? Alors, en fait, pour moi, c'est tout simple. Ça vient du fait qu'on est complètement conditionné par notre éducation, par les règles de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on est élevé pour faire plaisir aux autres, pour se faire passer après notre mari, après nos enfants, après nos amis. Donc en fait, on est conditionné à être la petite fille obéissante, la bonne élève, la salariée modèle, et à accepter tout ce qu'on nous demande sans rien dire en fait, parce qu'on souvent en plus, on a peur des représailles en fait, qui ont pu être réelles à un moment donné, mais souvent qui le sont pas forcément aujourd'hui. Mais voilà, en fait, on est conditionné vraiment en tant que femme à être tourné vers les autres et pas du tout vers soi. Donc on est complètement déconnecté de nos besoins, de nos envies. On nous a jamais appris à écouter ça en fait. Et en plus, on n'ose pas du tout les exprimer. Donc, en fait, on se respecte pas puisqu'on n'est pas en connexion avec nous-mêmes, on respecte pas nos besoins, on respecte pas nos envies, et donc on envoie le message autour de nous aux autres de, bah, je vous autorise à, puisque moi je me respecte pas, je vous autorise à ne pas me respecter en fait. Et du coup, bah, on laisse le pouvoir de notre vie dans les mains des autres et en fait, si en plus de ça, quand on était enfant, on n'a pas été aimé à notre juste valeur, on n'a pas été encouragé à être nous-mêmes, si on n'a pas été protégé ou qu'on n'a pas appris à se protéger, et ben on va avoir tendance à rechercher tout le temps l'approbation et l'amour de l'autre. On veut être vu, on veut être aimé, et du coup, ben, on rentre dans un cercle vicieux qui fait que pour avoir cette reconnaissance qui passe par l'autre, et ben, on va encore plus taire nos besoins et être attentif à ceux des autres, en fait. Mhm. Et donc, on attire bah, les personnes toxiques qui ont besoin Qui viennent. de se nourrir de notre belle énergie, parce que contrairement à ce qu'on pense, en fait, les personnes qui sont touchées par des relations toxiques, c'est pas du tout des personnes qui sont faibles, c'est pas du tout des personnes qui sont dépressives, c'est au contraire des personnes qui ont beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie, qui sont hyper dynamiques à la base, et c'est ça qui attire les relations toxiques, parce que ces personnes-là sentent que ils peuvent venir piocher dans notre énergie autant qu'ils veulent et puis nous, on est des sauveurs souvent, donc, ou des sauveuses plus particulièrement. Et donc, bah, on donne, on donne, on donne. Et, sauf que c'est des puits sans fond et on y perd notre santé, en fait.
Et, oui. Et donc toi, dans le parcours d'accompagnement, donc tu aides à cette prise de conscience, tu aides à poser des limites et donc forcément tu accompagnes. Et quand la confiance revient, tu parles aussi de d'oser affirmer son leadership au féminin. Et quelles sont les clés pour les femmes en fait pour s'affirmer, mais sans craindre les jugements? Alors, la première clé, je pense, c'est la plus importante, c'est d'apprendre à s'accepter et à s'aimer tel qu'on est, vraiment. La deuxième clé, c'est de travailler sur la confiance en soi, hein. C'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, parce que ben, finalement, quand elle est solide, on craint beaucoup moins le regard des autres, on va pas être dans cette attente et on va être en capacité de se positionner de manière ferme, mais sans aucune agressivité. Enfin, moi, j'ai en tête des personnages comme le Dalai Lama, par exemple. Il n'a pas besoin de crier, en fait. Quand il explique ben, que non, ça, c'est pas juste, ben, on n'a pas envie d'aller au-delà de ses limites parce que, euh, encore une fois, enfin, souvent, ça vient. euh, alors, évidemment, il y a des personnes très négatives et qui cherchent à faire du mal, mais la plupart du temps, en fait, c'est notre propre posture qui fait que on lance des mauvais messages, en fait. Et à partir du moment où on a conscience de nos besoins et où on les exprime, tout simplement, bah souvent l'autre, bah, il n'est pas dans notre tête, en fait, il peut pas le deviner. Et donc, rien que le fait de les exprimer de manière claire, sans agressivité, bah, souvent, ça suffit, en fait. Oui, tu poses en fait par ton attitude et même par ton énergie le Oui. fait que, voilà, parce que j'entends que c'est la question des limites au travail, c'est vraiment essentiel. Mm. Et on le dit, c'est par l'attitude, mais comment savoir où et quand poser ses limites? Surtout en fait quand le contexte pro peut être vraiment challengeant. Oui, c'est vrai que c'est parfois pas simple et encore plus quand on est rentré dans cette roue de donner, donner sans attendre grand-chose en retour. Donc on a instauré cette relation-là. En fait, je dirais que vraiment le baromètre, c'est son corps. Écouter son corps. Lui, il sait. Lui, il a les clés et il comprend tous les signaux, il capte tous les signaux autour de nous bien avant nous. Donc, encore une fois, à partir du moment où on part la boule au ventre, où on a des migraines, où on se sent pas à l'aise, où on a l'impression qu'on ne peut pas vraiment être soi avec ses collègues ou qu'on se sent pas à sa place, ben là, c'est qu'on est allé au-delà de nos limites en fait. Donc, simplement déjà en prendre conscience et écouter ce qui se passe dans notre corps, c'est vraiment essentiel. Et puis ensuite, bah, avec les personnes que j'accompagne, on travaille sur les besoins et sur la reconnexion à ses besoins, à ses envies et comment les exprimer. Et donc, voilà, encore une fois, souvent les gens en face de nous n'ont pas forcément conscience de la relation qui s'est instaurée. Eux, ils se disent, ben, je peux lui demander tout ce que je veux, donc par solution de facilité, je lui demande. Et effectivement, la première fois où on dit non, ça surprend, mais finalement, c'est possible quand on n'est pas sur des profils pathologiques hyper hard, hein, parce que là, faut pas rester. Mais encore une fois, souvent, c'est juste de la méconnaissance et des gens qui profitent sans trop se poser de questions de notre énergie et de notre capacité de travail qui est souvent méga forte. Donc, en fait, euh, voilà, même si l'environnement est challengeant, on a le droit de pas accepter d'avoir des dossiers supplémentaires. Après, dire non, c'est pas forcément je me mets dans une posture comme le petit enfant de 3 4 ans là qui dit non à tout. Il faut être adulte aussi, dire bah écoute, moi dans ma journée ou dans ma semaine, ça tient pas, ou dans le délai que tu me demandes, ça tient pas. Par contre, je te propose, enfin voilà, il faut être aussi force de proposition enfin, c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de soi et de nos capacités, de nos compétences. Ça permet
de faire des contre-propositions et de dire, ben, écoute, moi je veux bien prendre ce dossier, mais par contre celui-ci, on le donne à quelqu'un d'autre, ou alors, ben, non, dans ce timing-là, c'est pas possible, mais si tu me donnes une semaine de plus, ou si on ajourne telle autre chose, enfin voilà. Euh, En se positionnant de manière professionnelle et en faisant des propositions, on garde son leadership et sa capacité à gérer sa vie professionnelle. Euh, voilà. Et puis après, bah, quand ça se passe pas très bien, faut savoir monter au-dessus. Mais voilà, surtout, faut en parler. Oui, oui, oui. Et tu le disais tout à l'heure, en fait, quand on est allé trop loin, on peut se sentir vraiment épuisé ou toujours en insécurité dans son travail. Et dans ce cas-là, c'est un peu difficile de sortir du cercle vicieux dans lequel on est rentré. Et tu parlais des grandes étapes, mais quel va être, c'est en coaching, quel va être le premier petit pas, quel va être l'amorce en fait, Alors, pour en la première sortir? amorce, vraiment, c'est d'en parler. D'en parler soit avec un collègue en qui on a confiance, soit avec les RH. Si, enfin, vraiment, il faut être en confiance pour pouvoir se livrer sans se sentir jugé. Donc, ça, c'est important de trouver le point d'entrée. Ça peut être le médecin du travail aussi, qui est un acteur important de notre santé au travail. On l'oublie, hein, on n'y va pas juste pour la visite annuelle, en fait, hein. Le médecin du travail, il a un vrai rôle à jouer. euh, dans la prévention du burn-out, par exemple, et dans la gestion des relations au travail, hein. Quand ça se passe pas bien et quand notre santé est en jeu, il a un rôle important à jouer. Euh, il y a aussi des personnes qui se forment, qui sont secouristes en santé mentale en Mhm. entreprise maintenant. J'encourage les gens à essayer de les connaître et à se rapprocher d'eux dans ce genre de situation, parce que c'est des gens qui sont formés à ça. Et puis à l'extérieur de l'entreprise, il y a d'autres acteurs aussi, hein, son médecin, l'inspection du travail par exemple, ou des associations. Alors moi je suis sur Bordeaux et sur Bordeaux il y a une association qui s'appelle les Burnettes. Mais il y a voilà plein d'associations qui qui aident aussi les femmes à prendre conscience et à avancer sur ce chemin. Euh, En plus, après, ça peut être un thérapeute, ça peut être un coach, évidemment, qui est outillé pour permettre d'avancer. Mais vraiment, la clé, c'est de ne pas rester seul, quoi. C'est beaucoup trop lourd. Oui, 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 oui. Et tu parlais de prise de conscience, de poser ses limites et ensuite d'être accompagné. Mais comment l'énergie revient? Comment en fait on va retrouver son énergie, son bien-être? Est-ce qu'il y a un moyen de refaire le plein facilement ou Bien sûr, plus dans le temps? Ça se passe bien sûr. comment? Euh, alors, en fait, vraiment, quand je parlais de de la deuxième étape tout à l'heure, c'est de dire stop. Déjà, rien qu'en disant stop, on empêche les fuites d'énergie. Parce qu'on se positionne et ça met une limite et enfin, ça ne permet plus aux autres de venir piocher dans notre énergie. Donc déjà, rien que ce stop, il est très fort symboliquement et énergétiquement. Après, les femmes que j'accompagne, je travaille avec elles en énergétique, avec des pierres, parce que j'utilise, enfin, je suis lithothérapeute aussi. Mhm. Je vais utiliser aussi le feng shui pour créer un environnement favorable à leur énergie dans leur bureau ou dans leur maison. Et puis après, il y a des choses toutes simples à faire soi-même, euh, comme bah, mettre en place des routines journalières. Ça, c'est hyper important. Des routines, enfin, certaines personnes n'aiment pas ce mot routine, mais en fait, c'est un moment, un rendez-vous avec soi dans la journée et c'est vraiment important de le faire tous les jours. Moi, tous les matins, je commence ma journée avec moi et tous les soirs, je la finis avec moi. Ça peut être juste 3 4 minutes, hein, mais vraiment ce temps en pleine conscience je prends du temps pour moi. Ça envoie aussi des signaux à notre corps de dire, ben oui, ok, je t'ai entendu et oui, maintenant, je suis ma propre priorité, ma première priorité. Donc voilà. Ensuite, ben, nourrir le positif avec un journal de gratitude, avec trouver une manière de célébrer les points positifs dans sa vie, les réussites. Et par exemple, le fait de dire stop, rien que ça, voilà, il faut le célébrer. Et puis ensuite, ben, aller se ressourcer dans la nature, faire du sport ou une activité artistique pour poser le mental
parce que c'est lui qui nous épuise en fait, hein, quand on commence à être le hamster dans la roue, ça c'est très épuisant. Mais quand on fait du sport ou qu'on crée, on est vraiment dans l'instant présent et ça ressource en fait. En fait, il faut prendre conscience de toutes les petites choses qui peuvent nous ressourcer et trouver le moyen de nourrir ça régulièrement, en fait, tous les jours si c'est possible ou au moins toutes les semaines. Mhm. Oui. Et Mais encore une fois, c'est pas tellement le temps qu'on va y passer, c'est plus l'intention. Il vaut mieux 5 minutes vraiment en pleine conscience et très concentré dans l'instant présent que d'aller faire du sport en ruminant toute la semaine. Qu'on a eue, enfin, et qui n'a pas été bonne. Voilà. oui, la qualité plutôt que la quantité. Exactement. Et là, en fait, par rapport au profil de personnes que tu accompagnes, si tu as une personne qui n'ose pas se défendre ou exprimer son désaccord par peur d'être mal vue par ses collègues ou de perdre son travail, comment tu l'accompagnes? Alors moi vraiment je dirige alors dans l'entreprise vers le médecin du travail parce que c'est un acteur clé et il faut savoir qu'on peut prendre rendez-vous soi-même avec le médecin du travail, hein. On n'est pas obligé de passer par les RH si on n'a pas confiance euh, ou d'attendre la visite annuelle en fait. Donc vraiment le médecin du travail c'est important. Les syndicats aussi ont un rôle important à jouer en entreprise. Et, euh, et par exemple, une personne que j'ai accompagnée, elle avait du mal, elle commençait à sentir que sa chef essayait de mettre de l'emprise sur elle et de lui donner toujours plus de travail et tout ça. Donc elle a demandé un entretien, elle s'est faite accompagner avec un délégué et elle a posé simplement comment elle vivait les choses en fait, ce dont sa chef avait absolument pas conscience. Et donc, rien que le fait de l'exprimer, bah, ça montre à l'autre que on est conscient de ce qui se passe et qu'on ne laissera pas faire, en fait. Mhm. Et tout s'est bien passé. Après, ça s'est régulé de lui-même, en fait. Oui, d'accord. Oui, en fait, dès que tu réussis à avoir cette prise de conscience et cet accompagnement, ça peut déjà beaucoup changer les choses. Oui, 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 oui. Et vraiment, le fait de montrer à l'autre qu'on est conscient et que finalement, on ne se laisse pas faire, eh ben, tout de suite, on envoie un message différent et donc, bah, ça change la relation, forcément. Oui, oui, oui. Et tout au départ, en fait, tu parlais de ton parcours personnel, professionnel, de tes burn-out, euh, de l'impact que ça pouvait avoir au niveau du corps. Mm. Euh, Toutes ces relations toxiques sur le long terme, elles peuvent jouer beaucoup sur nous, tant Oui, personnel que professionnel. Comment ça se oui. passe? Alors, une relation toxique, ça a un impact très fort en termes énergétiques sur nous. Euh, Ça impacte la santé physique, ça impacte la santé mentale, ça impacte la vie sociale, ça impacte la vie familiale. Parce qu'en fait, quand on commence à rentrer dans une relation toxique qui va puiser, puiser, puiser dans nos réserves, ben, on va tomber dans un épuisement généralisé. Je parlais de stress oxydatif tout à l'heure. On va commencer à développer des tendinites, des gastrites, des colites, tous des trucs en it. Euh, Symboliquement, c'est de la colère, hein, en fait. Et puis, bah, plus on va être épuisé, plus on risque de tomber dans de la dépression. Après, on va se mettre à prendre des médicaments, on va prendre du poids ou en perdre beaucoup. On va commencer à s'isoler parce qu'en fait, bah, pour finir notre dossier, bah non, on va pas aller manger avec les collègues ou on fait plus de pause l'après-midi parce qu'il faut absolument qu'on travaille. Et plus on est fatigué et plus ça nous demande de l'énergie et plus on va y passer du temps en fait. Donc, on devient de moins en moins efficace. Euh, on va perdre le sens aussi de notre vie au travail, de notre mission au travail, de notre vie quotidienne. Et petit à petit, on va rentrer dans un cercle vicieux parce qu'on va supprimer de notre vie, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'a plus l'énergie, on va supprimer tout ce qui nous fait du bien. Donc plus de sorties avec les copains, plus de sport, plus d'activités. Et c'est vraiment un cercle vicieux qui enferme. Euh, et
en plus de ça, on va commencer à dépenser de l'argent dans des thérapeutes, dans des compléments alimentaires, dans des médicaments pas remboursés, avec des arrêts maladie. Moi, en 6 ans, ça m'a coûté, j'ai fait le calcul à la grosse, mais plus de 20 000 euros en fait. Donc, on peut y perdre vraiment beaucoup d'argent. Et puis après, si on n'écoute pas le message, on peut avoir un burn-out. Je dirais que c'est peut-être le moins pire, mais c'est très compliqué de s'en sortir. J'ai une femme que j'accompagnais à un moment donné. Elle s'est levée un matin, elle a reçu une décharge électrique dans toute sa colonne, elle est tombée sur son lit, elle a été euh, paralysée pendant plus de 2 jours. Elle ne pouvait plus bouger, plus parler, plus rien dire. Donc ça, c'est des messages quand même hyper forts du corps. Alors je juge absolument pas, hein, parce que moi j'en ai fait deux. Donc le premier, je l'ai pas compris. Euh, mais et si on n'écoute pas ces signaux-là, Christelle Petit-Colin, qui est une psychiatre spécialisée sur ce type de relation, elle dit même que ça peut aller jusqu'à tuer. Et moi, vraiment, sincèrement, je pense que j'aurais pu mourir d'épuisement ou alors développer un cancer, faire un infarctus. Enfin, moi, j'ai eu plein d'alertes qui me faisaient croire que je faisais des infarctus et je pense qu'à terme, le corps, il lâche en fait, vraiment. Donc, donc, c'est bien de reprendre conscience rapidement pour éviter, parce que bah, plus on attend, plus on tombe bas et plus c'est long de se remettre debout en fait. Oui, oui. Et par rapport à tout ce que tu nous partages là, euh, si une personne en fait se reconnaît dans tes propos, elle souffre dans son travail, mais elle sait pas comment agir. Tu nous parlais du médecin du travail, mais quels sont tes conseils en fait pour améliorer la situation sans tout remettre en question en disant bon, j'envoie tout balader, c'est bon. Oui, oui, on n'est pas obligé de tout envoyer balader. Euh, et euh, encore une fois, vraiment le fait de... Alors, souvent, ça passe quand même par un arrêt maladie, même si c'est que 15 jours, pour se poser et faire le point, en fait, déjà. C'est le premier truc, c'est de faire une vraie pause et de pas ouvrir son ordinateur portable pendant son arrêt maladie. Mais vraiment se dire, OK, là, je suis consciente que je suis allée trop loin, donc je fais une pause. Et pendant ces 15 jours, poser son cerveau et essayer de travailler sur de quoi j'ai besoin là pour aller mieux. Ça peut être des ajustements professionnels sur le nombre de dossiers qu'on gère, le nombre de personnes qu'on gère dans notre portefeuille, etc. Ça peut être aussi des ajustements avec sa famille, parce souvent on porte beaucoup de charges mentales, familiales aussi en tant que femme. Donc bref, vraiment d'avoir cette pause pour se dire, euh, je me retire du jeu le temps de prendre conscience de où j'en suis et de quoi j'ai besoin maintenant. Et puis après, effectivement, c'est vraiment de se faire accompagner pour pouvoir mettre en place les choses un pas après l'autre. Voilà, encore une fois, on peut mettre en place des petites choses, euh, mais le faire tout seul, c'est très, très compliqué. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne dans ton accompagnement des femmes et qu'est-ce que tu vois comme changement positif à travers cet accompagnement? Alors, moi, ce qui me passionne, en fait, c'est quand je vois les femmes que j'accompagne reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir de leur vie, reprendre le pouvoir de leur énergie, reprendre le pouvoir de leur confiance en elles, oser poser des limites, ne plus se faire marcher sur les pieds, oser se faire respecter. Et quand je sens qu'elle bascule vers plus de légèreté, euh, quand elles me disent je me sens revivre, j'ai retrouvé une liberté que je m'autorisais pas avant, je me dis ça c'est chouette. Par exemple, là, il y a très peu de temps, une femme que j'accompagnais m'a dit, euh, elle a eu un entretien avec son chef et il a commencé à être très agressif, à la juger, à l'accuser de tas de trucs. Enfin, voilà. Et elle m'a dit, j'ai pensé fort à toi
J'ai respiré un grand coup et j'ai posé mes limites. Je lui ai dit stop, tu me parles pas comme ça. Ça te regarde pas, c'est du privé. Et pour le boulot, tac, tac, tac. Enfin voilà, elle a posé ses limites. Et quand elle m'a raconté ça, j'ai dit waouh, mais c'est génial, en fait. Quelle victoire, quelle victoire. Donc moi, je me dis, si chacune des femmes que j'accompagne ou qui suivent mes posts sur LinkedIn ou mes publications diverses, si chacune prend conscience de ses besoins, de ses limites, de sa beauté d'âme, et conscience, à partir du moment où on est conscient que oui, on mérite d'avoir une place à la hauteur de ce qu'on a envie d'être, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, et ben moi je me dis j'ai participé à, à fabriquer un monde un peu meilleur et ça c'est chouette quoi. Ah oui, oui, ça donne une belle énergie et ça me permet en fait de finir avec ma question fétiche, c'est quelle phrase te garde motivée au quotidien? Alors moi, ma phrase de signature, c'est celle que je répète à toutes les personnes que je croise, c'est imagine que tu oses briller et que tout se passe bien, en fait. Oui, oui, c'est une très jolie phrase et je te remercie beaucoup Christelle pour tous tes partages d'aujourd'hui, j'espère qu'en fait vraiment tu parlais de briller, j'espère qu'on va être l'étincelle en fait qui va permettre Exactement. des prises de conscience et qui va dire à ces personnes, à ces femmes qui sont en situation difficile Ouais, qu'il y a des accompagnements qui sont possibles, exactement. qu'il y a plein de choses qui sont possibles et donc ouvrir le champ des possibles, c'est vraiment ça qui est hyper important. Oui, et on peut vraiment s'en sortir, vraiment. Et le premier pas est difficile, mais quand on est accompagné, c'est plus simple et c'est possible. Vraiment, c'est possible. C'est possible de briller. Et moi, j'aime bien dire que je suis une rallumeuse d'étincelles. Ouais, c'est ça. C'est génial, c'est super. Et si des personnes veulent te contacter, elles peuvent faire comment? Alors, j'ai un profil LinkedIn sur lequel je publie régulièrement. Et puis, j'ai un site www.christeluc.fr sur lequel j'ai un formulaire de contact. Euh, voilà. Ou sinon, mon adresse mail, c'est contact@christeluc.fr. Non. Eh ben, écoute, merci beaucoup Christelle. Je te souhaite Merci à toi, Catherine. très jolie continuation et puis je sais que tu vas lancer des programmes d'accompagnement également en petits groupes. Donc ça, c'est Exactement. super et donc les personnes vont pouvoir aussi te suivre là-dessus. Donc ce sera parfait pour enlever de la toxicité dans notre monde de travail. Ouais, là, effectivement, merci de me donner cette opportunité, mais je lance des ateliers de groupe pour reprendre sa confiance, pour travailler sa communication, pour utiliser des outils énergétiques pour aller mieux au travail. Donc, un atelier par mois à partir du 31 janvier. Euh, les informations se trouvent sur mon site. Et puis, je lance aussi un accompagnement de groupe en petits groupes parce que je veux que ce soit un espace de parole aussi, un espace sécure où les femmes se sentiront libres d'être qui elles sont. Voilà, c'est le premier pas. Pour se libérer de la toxicité au travail avec également une formation en ligne qui sera accessible euh, enfin, en toute autonomie. Voilà, toutes les informations sur mon site. Bah, écoute, merci beaucoup Christelle. Et puis Merci à belle, toi. voilà, belle étincelle autour de toi. Merci Catherine. Je te À souhaite une belle bientôt. fin de journée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.